Bonjour, merci à tous d'être là pour ce dé-jeudi en présence d'Arthur. On continue au 139 ce cycle de mini-conférences le jeudi qui tendent à valoriser des initiatives qui ont lieu sur le territoire. Et aujourd'hui, nous allons parler avec Arthur Bord d'une association qui s'appelle Graines en Main. Bienvenue, bonjour Arthur. Je te laisse t'asseoir, prendre un micro. Peut-être effectivement te remercier de ta présence puisque si j'ai bien compris, l'actualité est pas facile en ce moment. Il y a eu la tempête, il pleut des cordes. Enfin, vous êtes un peu au cœur de la tourmente et assez occupé, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Donc on a un de nos deux sites qui a été très très lourdement touché là, par la tempête, avec deux serres qui se sont, enfin une serre qui s'est littéralement envolée et l'autre qui a été complètement débâchée. Donc effectivement, c'est un peu, c'est tordu. Voilà. Vous êtes donc on va y revenir, mais en comprenant quelle est l'activité de Graines en Main, mais effectivement vous êtes très en prise avec ce qu'on qualifie d'aléa climatique aujourd'hui. On voit ce qui se passe, et là où l'aléa ne devient plus l'exception, mais plutôt la règle. Oui, tout à fait. Donc on compose tous les jours avec ça, en passant des canicules aux tempêtes. On y reviendra peut-être pour comprendre qu'est-ce que c'est Graines en Main, revenir sur ce projet qui est particulier, à la fois de par son activité, mais aussi la manière dont il est né, sa genèse. Donc c'est une association, Graines en Main, Graines en Main, qui promeut le maraîchage bio et l'insertion professionnelle. C'est bien ça? Tout à fait. Alors pour revenir à la genèse, en essayant d'être rapide parce que le temps est un peu compté, mais Graines en Main, c'est né d'une initiative citoyenne qui avait pour volonté de reprendre l'activité d'une ferme maraîchère bio qui allait cesser son activité en fin 2016, car le couple d'exploitants souhaitait mettre un terme à leur activité. Et nous, on s'est réunis. À la base, moi, j'étais un AMAPien parmi d'autres, parce que cette exploitation livrait 5 AMAP. Et on s'est réunis avec pour souhait de reprendre cette activité. Et l'une des idées qui a émergé, c'était de la reprendre effectivement sous la forme d'un jardin de cocagne, donc un chantier d'insertion avec pour support de travail le maraîchage bio. Cette ferme, pour comprendre, elle est à Étain-Hue, Tout à fait. un peu vers C'est ça, Saint-Romain-de-Colbosc. on est à 5 km au nord-est de Saint-Romain-de-Colbosc. En 2016, elle est exploitée par un couple de maraîchers Tout à qui fait. partent à la retraite. Alors ils partent pas à la retraite, mais ils sont épuisés par leur activité, quoi. Voilà. Donc ils travaillent comme des fous. Ils s'en sortent, bon an mal an, mais en travaillant comme des dingues. Et donc pour se préserver, ils préfèrent mettre un terme à l'activité plutôt que de se tuer à la tâche, quoi. Voilà. Et ils vendent leur ferme. Oui. Et c'est là, comme tu le dis, que vient l'idée de pourquoi pas la racheter collectivement. Et Ouais. c'est comme ça que le projet et la spécificité du projet Graines en Main est née. Tout à fait. Parce qu'on on est parti la fleur au fusil, hein, en se disant que cette ferme, c'était tellement génial comme projet que des bonnes âmes ou des collectivités pourraient racheter la ferme et la mettre à disposition du projet. On s'est vite rendu compte que c'était un peu trop, c'était candide comme approche. Et donc on est passé par voilà, plusieurs possibles pour la reprendre. On a travaillé avec Terre de Liens, on a travaillé avec différentes structures. Et finalement, on s'est rendu compte qu'en fait, rien qu'avec le nombre de personnes présentes dans les plus motivées pour le projet, donc sur une vingtaine de personnes, il y avait déjà la possibilité en fait, de recueillir à peu près 50 000 euros pour investir dans le projet. Et, c'est à ce moment-là aussi, en avril-mai 2017, qu'on a rencontré plusieurs acteurs bancaires. Autant vous dire qu'on faisait rêver personne hein, avec notre proposition de chantier d'insertion en bio, de racheter une ferme. Il faut savoir que la ferme valait quasiment 400 000 euros et qui sont les prix voilà, institués par la SAFER. Il n'y avait rien de... Ça paraît beaucoup, mais c'était tout à fait dans les normes. Et finalement, une banque nous a dit...
c'est peut-être possible pour nous, à condition que vous ayez un apport de 120 000 euros. Et on vous permettra de contracter, enfin, vous pourrez contracter un prêt bancaire correspondant au restant. Et vu qu'on s'était dit, en retournant nos poches à tous, qu'on arrivait à peu près à 50 000 euros, on s'est dit, on tente le tout pour le tout. Et on fait un appel à participation citoyenne pour espérer racheter la ferme. Et en 6 semaines, on a levé 120 000 euros d'apport citoyen. Et voilà, donc c'était... C'était inespéré ou Oui, inattendu tout à peut-être. fait, oui. Et comment vous avez procédé pour lever comme ça 120 000 euros en 6 semaines? C'était une plateforme Ulule avec des contreparties? C'est du don, c'est vraiment de la donation ou c'est du prêt? Comment ça s'est passé? Alors, on s'est posé toutes ces questions-là parce que effectivement, il y a des plateformes qui fonctionnent très bien pour ça. Et sauf qu'en fait, à chaque fois, il y avait soit un pourcentage relativement conséquent de marge prise par les plateformes, soit effectivement des contreparties dont on se demandait de quand est-ce qu'on pourrait les donner. Donc, en fait, on voulait pas non plus vendre du rêve aux gens. Et donc, on a fait le choix de rester de tenter en direct. Et donc, on a fait un support de com. Je pense que c'est la fois depuis 6 ans où on a été le meilleur en com. Et, et donc, On aimerait bien le voir. donc on a fait un beau prospectus et on a inondé nos boîtes mail, les boîtes mail des copains, des copains des copains, de la famille des copains, enfin voilà, pour essayer de toucher le plus de personnes possible. Et en fait, effectivement, très rapidement, on a eu ces 120 000 euros de promesses de dons parce qu'on était parti sur une promesse dans le sens où on voulait s'assurer que c'était possible et s'assurer et une fois qu'on avait de la matière, se dire qu'est-ce qu'on fait de cet apport financier. Et là, en fait, en discussion avec la banque, on a fait le choix de ne pas faire n'importe quoi. Et donc, on s'est tourné vers un cabinet d'avocats qui nous a conseillé dans la forme juridique que devaient prendre ces apports financiers. Et donc, on a fait le choix de créer une deuxième association, qui est une association foncière qui s'appelle Terre en Main. On n'est pas allé chercher loin, hein. Et donc, Terre en Main a recueilli ces apports financiers sous forme d'apports associatifs avec droit de reprise. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est assez formidable comme proposition parce que c'est du prêt à taux zéro de particulier à une association. Et la condition, en fait, chaque apport est contractualisé. Et ce contrat, il ne peut pas être rompu. C'est-à-dire que la personne qui dit, nous on a une personne quand même qui a mis 20 000 euros, et elle ne peut pas revenir dans 2 ans en disant, en fait, pour les études de mes gamins, j'ai besoin des 20 000 euros. Non, malheureusement, c'est bloqué. Malheureusement pour elle, mais heureusement pour nous, c'est bloqué le temps du contrat. Mais par contre, ce qui est hyper clean en face, c'est que si nous, on ne remplit pas les objectifs qu'a mis en place l'association, là, la personne peut exiger du jour au lendemain son argent. Donc, il y a Graines en Main, c'est l'association qui porte le projet. Tout à fait. Et elle est soutenue par une autre association qui est une sorte d'association foncière qui Oui. est propriétaire de la ferme et qui fait le lien avec tous les donateurs qui sont finalement plus des prêteurs que des Oui, donateurs. Tout à C'est fait. bien ça? Ça s'est transformé en prêt à long terme un peu. En prêt à taux zéro, Oui. à long terme ou à des termes différents C'est selon ça. les besoins de chacun. Tout à fait. Et donc, on a créé des modalités de remboursement avec des propositions de remboursement à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, je retrouve mes petits. Donc, la ferme, enfin, Terre en Main a souscrit l'emprunt financier pour acheter la ferme et finance cet emprunt en louant les terres à Graines en Main. Voilà. Et on a créé une marge forcément pour qu'effectivement constituer une épargne pour Terre en Main pour rembourser de manière anticipée les personnes qui souhaiteraient être remboursées en amont. C'est comme ça que Vous avez dû, dès le début, finalement, penser la question de la structuration, de la gouvernance de manière très forte pour rendre ce projet possible, puisqu'il y avait ce besoin de financement. Oui. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche toujours. Comment ce que vous aviez conçu, prévu en 2016-2017
se confirme aujourd'hui? Eh ben, ça se confirme bien parce que faut savoir que on a créé un conseil d'administration collégial pour Graines en Main. Donc, ce sont 15 personnes qui sont toutes coprésidentes et coprésidents. Donc, il n'y a pas de tête qui dépasse par rapport aux autres. Donc, ils sont tous responsables juridiques en cas de pépin. Et dans ce noyau de 15 personnes, on a 8 personnes qui sont membres du conseil d'administration de Terre en Main. Et les membres du conseil d'administration de Terre en Main ne peuvent être que cooptés par eux-mêmes. Enfin, et ce qui fait qu'en fait, on sécurise parce qu'en fait, il y a quand même un peu de sous à la clé. Il y a quand même un bien qui valait 400 000 € en 2016 qu'on a aussi beaucoup valorisé depuis en créant des nouvelles serres, des nouveaux bâtiments et tout ça. Et donc, on voulait se prémunir du risque d'une OPA sur notre association. Et donc voilà, tout est bien borné effectivement pour sécuriser ce financement. Et sur les 15 premiers, finalement, maintenant le conseil d'administration, il y a 11 ou 12 personnes et il a été renouvelé d'un petit quart, quoi. Donc on a toujours des gens qui sont très investis dans le projet. Est-ce que les personnes qui, à l'origine, ont donné, prêté, rendu ce projet possible sont tous des consommateurs aussi des produits qui sont issus de la ferme? Alors je dirais que pour ceux qui habitent dans le coin, oui. Parce qu'effectivement, ils ont été touchés par cette initiative de préservation foncière et de production de légumes. Donc ceux qui habitent Le Havre continuent d'être des clients du marché ou des abonnés paniers. Et par contre, effectivement, pour les familles éloignées, eux, on va dire que c'est plutôt des adhérents symboliques qui nous regardent vivre de loin, quoi. Là, on a parlé en introduction vraiment de la structuration, mais qui est importante dans ce projet, puisque c'est vraiment ce qui le rend possible, qui fait que 7 ans plus tard, ça existe toujours. Et comme tu l'as dit, acheter une ferme à 400 000 € quand ce n'était pas prévu au programme, c'est pas une mince affaire. Si on parle maintenant du projet Graines en Main, donc plus sur la partie vraiment la première association, du maraîchage bio, de l'insertion, c'était déjà présent à Étain-Hue ou c'est vous qui avez apporté cette double dimension, ce double métier dans le projet? Alors on va dire qu'il y avait une fibre parce qu'ils étaient très sympathiques, ces maraîchers. Donc il y avait un lien et il y avait déjà une humanité très présente dans le lien qu'on entretenait avec eux. Et il faut savoir que sur un jardin de cocagne, le poste clé, c'est pas le mien. Le poste clé, c'est le chef de culture ou la chef de culture. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas un très bon maraîcher dans l'affaire, ça se casse très vite la figure. Et donc, on a proposé à l'ancien propriétaire de devenir notre chef de culture, ce qu'il a accepté. Et donc, en fait, on a gardé une compétence énorme parce que lui, il connaît ses terres depuis 30 ans et il a accepté de se lancer dans l'action sociale, du coup. Quelque chose qu'il ne faisait pas avant. Non, pas du tout. Et donc, cette dimension chantier d'insertion, on va dire que j'en ai été l'instigateur, parce que moi, j'étais éducateur spécialisé avant. Donc, effectivement, moi, je n'envisageais pas un projet qui ne puisse pas être drivé par l'humain avant tout, quoi. Vraiment, je voulais que ce projet il fasse société. Et donc moi j'ai lancé cette idée en l'air, mais ça a été repris par tous et du coup c'est depuis porté vraiment collectivement, quoi. Voilà. C'est ce qui fait que Graines en Main est un projet d'intérêt général. Tout à fait. Il y a le côté alimentaire bio et vraiment le côté social très présent, très assumé. C'est ça. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement un chantier d'insertion, et c'est un agrément donné par l'État et cet agrément donne de fait la notification d'intérêt général. Donc en fait, voilà, je trouve que c'est une vraie reconnaissance et moi je la dédouble au sens où on est une ferme d'intérêt général. Cette ferme, elle appartient à personne. Elle appartient à une association, elle appartient à tous. Je trouve ça hyper noble. Moi, Septembre 2016, l'association est née. Mai-juin 2017, vous avez réussi à lever ces 120 000 € qui permettent de contractualiser le prêt. En septembre 2017, c'est lancé déjà des personnes en insertion et des salariés. C'est ça. Donc nos 5 premiers salariés en insertion sont embauchés le 5 septembre 2017. On est 2 sur la ferme à l'époque, le chef de culture et moi. Et donc se passe 2 ans de recrutement permanent où en fait on recrute l'ensemble de l'équipe permanente. On arrive à 6 salariés permanents embauchés en CDI et on embauche petit à petit des salariés en parcours d'insertion jusqu'à atteindre une équipe de 20 personnes qui n'ont fait que tourner depuis, parce que c'est le but du chantier d'insertion. Les personnes sont accompagnées pendant 2 ans maximum. Et donc là, aujourd'hui,
voilà, au jour d'aujourd'hui, on est à 110 salariés qui sont passés par l'association déjà en 6 ans. Donc, En insertion. En insertion, ouais. Et derrière, c'est des personnes qui trouvent un emploi. Est-ce que vous avez arrivé à mesurer l'impact d'être passé chez vous? Alors on le mesure de manière, on va dire, très administrative, c'est-à-dire qu'en fait, l'État nous octroie l'agrément et en face, il a des attentes de résultats, ce qui est tout à fait normal. Et donc on est mesuré sur notre taux de sortie dite dynamique. Et donc on doit avoir 65% de nos salariés qui soit retrouvent un emploi durable, donc un CDI ou un CDD de plus de 6 mois, soit une formation qualifiante. Ça, c'est les sorties dynamiques. Et après, voilà, il y a aussi des fois des situations qui font que l'emploi n'a pas pu être accédé. C'est pas très français ce que je dis. Et donc, mais en tout cas, nous, sur la moyenne je compte pas 2017-2018 parce qu'on a fait que rentrer des salariés. Mais depuis 2019, on a une moyenne de quasiment 80% de salariés qui sont sortis dans l'emploi ou la formation qualifiante. Donc on peut dire que c'est plutôt une réussite. Un chef de culture, un travailleur social, ça donne Oui. graine en main. Est-ce que ça se vérifie que le maraîchage est propice à l'insertion? Et si oui, pourquoi? Alors moi, j'en suis totalement convaincu parce que je trouve que c'est un exercice... Il n'y a pas plus concret que l'agriculture. En fait, quand on scoltine tous les jours des légumes, en fait, et la terre, donc déjà, je trouve qu'il y a une dimension thérapeutique. Hein, il y a quelque chose d'assez soignant pour moi, parce que j'y suis passé, hein, parce que moi, je voulais. Maintenant, les salariés me voient plus beaucoup en plaine, hein, mais en fait, je voulais savoir ce qu'ils allaient vivre, et donc pendant 3, 4, 5 mois, j'ai fait du maraîchage avec Olivier, donc le chef de culture, avant qu'on se lance. Et donc, j'ai conduit des tracteurs, j'ai ramé sous la pluie, et je trouve qu'en fait, c'est extrêmement efficient. Il y a quelque chose qui se joue là-dedans où, en fait, quand on plante une graine ou un plant et qu'on l'entretient et qu'on le cueille et qu'on le met en panier et qu'on rencontre la personne à qui on le remet, enfin, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui se joue de très... Il n'y a pas de bluff, quoi. Et donc, je trouve qu'il y a une remise au travail réel, au travail concret, au travers de cette activité-là. Et puis, il y a aussi la réalité que c'est un métier difficile et qu'en fait, quand on va voir un employeur derrière pour lui présenter un salarié et qu'on lui dit qu'il a travaillé en maraîchage par tous les temps, il y a une forme de respect quand même qui s'instaure et qui se dit ah oui, en fait, effectivement, il en veut un minimum, quoi. Voilà. Nous, on s'est rencontrés en 2019, si je continue l'histoire, ici même, au 139, dans le cadre d'un appel à projet lancé par l'OGEOCEN pour l'animation, l'exploitation d'une ferme en milieu urbain, puisqu'elle est située sur la commune du Havre, à Éprémenil. C'était pour vous, donc vous avez remporté cet appel à projet, c'était pour vous l'occasion de faire une réplique de la ferme d'Étain-Hue ou d'aller sur d'autres activités? C'était les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il y avait le souhait. Il faut savoir qu'on est quand même sur un territoire où l'accès au foncier agricole est extrêmement difficile. Les terres coûtent très cher. Et donc, nous, on avait, dans un coin de notre tête, l'espoir d'avoir un peu plus de terre un jour. Mais on se disait que c'était inaccessible. Et donc là, en fait, par cet appel à projet, on y avait accès. C'était rendu possible. Et donc, il y avait le souhait, effectivement, d'étendre l'activité qui permet. Nous, on n'est pas des productivistes. Hein. On est des productivistes par obligation, parce qu'en fait, pour arriver à survivre, on produit beaucoup, mais on n'avait pas vocation à avoir toujours plus de terre pour toujours plus produire. L'idée, c'était, vu que l'activité, elle est efficiente et qu'il y a un vrai besoin d'insertion sur notre territoire, parce qu'il faut savoir que le territoire du Havre est très déficitaire en place d'insertion, et bah, du coup, c'était l'occasion de proposer davantage de places d'insertion sur ce support qu'est le maraîchage. Et en même temps, il y avait le souhait de développer des activités pédagogiques, de l'accueil de public sur un lieu qui était plus proche du Havre, donc a priori plus accessible pour un nouveau public. Donc vous êtes lancé dans cette nouvelle aventure alors que de ce que tu m'as dit, c'était pas forcément, il y avait déjà des difficultés, enfin c'était pas un long chemin, un long cours tranquille l'association, mais malgré tout vous avez résolu ces problèmes et vous êtes lancé sur Éprémenil pour arriver en plein dans le Covid.
C'est ça. Ce qui a été plutôt un coup dur ou finalement presque une opportunité pour développer les projets? Alors, le Covid, il a été très perturbant parce qu'en fait, il y a eu un engouement très très fort pour le maraîchage, pour le bio, pour une consommation locale. Donc, en fait, on a quand même pu surfer là-dessus jusqu'au printemps 2021. Donc, du coup, ça nous a laissé penser que, en fait, on pouvait produire davantage, avoir davantage de propositions de légumes que ce sera consommé. Donc on y est allé et en même temps il y a eu un espèce d'élan de générosité de la part des services publics hein, et de l'État à ce moment-là avec le fameux plan de relance. Et ben nous on y est allé bille en tête, hein, on en a profité. On avait un site où il y avait tout à faire parce que faut savoir qu'un site en maraîchage faut l'équiper en irrigation, en serre, en lieu d'accueil pour les salariés, tout ça. Et tout ça en fait quand on a été lauréat de l'appel à projet, on n'avait pas les sous. On savait très bien, moi je savais tout ce que ça allait me coûter d'aller chercher cet argent-là. Et là, d'un coup, plan de relance. Alors là, bim, hein, on y est allé. Et donc moi, j'ai réussi effectivement à aller chercher des financements publics et privés à hauteur de 300 000 euros pour aménager ce site et améliorer le site d'Étain-Hue. Donc il y a eu, voilà, donc on a pu installer un système d'irrigation enterré, on a pu installer des serres, on a pu financer un nouveau véhicule pour améliorer le flux logistique entre les deux sites. Donc ça, c'était une opportunité géniale. Mais on s'est confronté en 2021 à en fait ça a été une bulle, le Covid, quoi. Et en fait, derrière ça, on se rend compte que ben non, les gens quittent le bio, les gens cherchent moins à consommer local. Et donc, en fait, on se retrouve avec un outil prêt à faire feu, mais avec un manque de débouchés. Qui est donc l'enjeu, la question du débouché Oui. et la question, on l'a évoqué en introduction, là je vois il grêle carrément Oui. dehors, c'est n'importe quoi, de comment composer avec les aléas climatiques et notamment la tempête là, qui a eu lieu, qui a été très, très importante. Comment vous vous armez face à ça? Alors, il y a les deux enjeux principaux face au changement climatique, c'est la culture sous serre en milieu protégé en fait quoi. Du coup c'est une forme d'artificialisation de la culture mais qui nous permet d'avoir une meilleure gestion de ce qu'on fait pousser et puis la gestion de l'irrigation. Ça c'est énorme, c'est effectivement parce que de toute façon à partir du moment où on couvre un sol avec des serres et ben du coup on est obligé de l'irriguer artificiellement et donc si on n'est pas très bon dans la gestion de ce système-là, et ben en fait, on n'est pas armé pour lutter. Mais par contre, on s'est confronté, en s'installant à Ypres-Ménil, en y installant des serres et tout, on s'est confronté à un site qui est plus revêche que notre site d'Étain-Hue et où en fait on est beaucoup plus soumis aux aléas climatiques, notamment au vent très très fort. Et c'est ce qui a fini par causer les dégâts de la semaine dernière, quoi. Mais on ne pouvait pas l'anticiper, quoi. Ouais. J'imagine. Mm. Et sur la question des débouchés, se pose dans le cadre, j'imagine, de vos développements, de qu'est-ce que produire, c'est ce que vous faites à travers du maraîchage, des fruits, des légumes et des fruits. C'est quoi la suite logique? J'ai entendu parler d'un projet de conserverie. Quelles sont les pistes que vous avez pour vous développer, si vous, d'ailleurs, vous souhaitez vous développer, ce qui n'est pas... Alors en fait, c'est venu parce qu'entre-temps, je me suis formé à d'autres dynamiques. J'ai beaucoup gambergé, moi, parce qu'avant, je pouvais être assez cassant sur le fait que j'avais l'impression qu'on nous lâchait. En fait, que les consommateurs, je me disais, mais pourquoi nos adhérents n'adhèrent plus? Pourquoi cet engagement cesse? Et je me disais, et donc je pouvais être un peu accusateur en disant, en fait... je caricature, hein, mais bande de lâches, quoi, vous nous lâchez. Et en fait, bon, ça c'est assez stérile comme discours, en fait, hein. Assez vite, on se confronte à des murs. Et donc, je me suis dit, mais en fait, pas tout seul, hein, en bénéficiant notamment d'un apport, je me suis lancé dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est pompeux, mais dans les faits, c'est effectivement comment on coopère. Et comment on coopère entre acteurs économiques et le premier acteur économique qui nous concerne, nous, c'est nos adhérents. Et donc, en fait, et du coup, ça m'a poussé à questionner notre proposition de valeur. Je me suis dit, en fait, est-ce qu'une asso reconnue d'intérêt général qui fait du bio, est-ce que sa proposition de valeur, c'est juste un panier de légumes?
Je pense pas en fait. Sa proposition de valeur, elle est bien plus que ça. Et donc, je me suis dit en fait, il faut qu'on la diffuse cette proposition de valeur. Il faut que nos adhérents, ils adhèrent non pas à un panier de légumes, parce que ça fait chier les gens, hein, vraiment clairement. Le panier imposé, les mêmes légumes toute l'année. Enfin voilà. Et ben je me dis en fait, il faut que les gens ils arrivent à adhérer au projet de Graines en Main. Et du coup, à se dire, moi, je consomme des légumes, un panier de légumes toutes les semaines, qui est peut-être pas forcément évident à travailler, mais je le fais pour un projet qui est plus fort, qui est plus noble. Et donc, pour questionner cette proposition de valeur, il fallait en passer par comment on mange, en fait. Et du coup, j'ai découvert, pas encore une fois, c'est pas du tout, je l'ai pas inventé, ça c'est avec le mouvement des cuisines nourricières, de se dire, mais en fait, nos adhérents sont des mangeurs. Et comment on touche nos mangeurs? Et donc, comment on va vers eux, et donc ce sur quoi on réfléchit depuis 2 ans et en fait qui est notre principal projet de développement maintenant, c'est en fait comment on accompagne le mangeur, comment on double nos propositions, et donc effectivement comment la cuisine vient prendre une place très importante dans notre proposition de valeur, et comment voilà comment les adhérents, comment les mangeurs vont apprivoiser nos aliments. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est Graines en Main qui a préparé le buffet du jour. C'est un exemple, en fait, de dire, en fait, si on fait un pas de côté, si on cuisine autrement les légumes, si au quotidien on arrive à les appréhender d'une autre manière, en fait ça devient plus une corvée, ça devient vachement plus fun en fait, quoi. Et de se dire en fait, si on introduit des légumes, en fait si on sait comment introduire des légumineuses, comment introduire des céréales facilement dans un plat qu'on va pouvoir réaliser de manière rapide, efficace, et que ce plat soit goûteux, et en fait les gens ils vont y aller vers les légumes. Il n'y a pas de raison. C'est une forme d'éducation populaire autour de l'alimentation. C'est ça. Voilà. Et donc, la conserverie a été un projet, mais ne l'est plus parce qu'en fait, c'est beaucoup trop lourd en investissement. On n'est pas capable de porter ça. Et donc, on se porte plus effectivement sur une cuisine, déjà, où on est capable effectivement de transformer en frais de manière efficace et en quantité, pour effectivement proposer nos légumes et démontrer, en fait, un peu faire, tenez, il y a le panier, puis il y a tout ce que vous pouvez faire avec. Voilà. Et vous développez un savoir-faire autour de la transformation, de la cuisine aussi, que vous allez proposer dans le cadre de l'insertion. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, aujourd'hui, c'est Sarah qui est là avec Marc-Antoine et Max qu'on fait la cuisine. Et effectivement, on a 2 animatrices culinaires formées aux méthodes des cuisines nourricières. Et on a très régulièrement nos salariés en parcours d'insertion qui font la cuisine et qui font le service. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous présenter ce que vous avez cuisiné et comment vous l'avez fait? Venez. Et après, je propose que s'il y a des questions à poser à Arthur, à tout le monde, mais c'est intéressant de faire le lien, justement. Alors, donc, pour le menu, tu veux présenter les entrées ? Ouais, alors on a fait du céleri à la manière un peu fayonnaise. Donc voilà, on a plusieurs crudités en entrée. Ouais, et il y a aussi de la betterave qui est mélangée avec des noisettes et des noix en espèce de tartare, ce qui fait que de rillettes, ça fait assez complet. Et puis une petite salade de choux rouges, raisin, noix. Voilà, les crudités avec les légumes du moment, surtout. Et puis on vous a préparé un crumble de légumes d'automne avec potimarron, poireaux, oignons. Et la préparation du crumble, en fait, tout ce qu'on vous a fait, en fait, c'est vraiment pour illustrer ce qu'on fait aux cuisines nourricières. Donc vous allez avoir du coup pas mal de légumineuses ce midi. Mais ça compensera peut-être ce que vous n'avez pas mangé dans la semaine. Donc, voilà. Donc, du coup, dans le crumble, c'est un mélange de céréales, légumineuses, poudre de noisettes et fromage de chèvre. Donc, la céréale, c'est du millet, parce que c'est pareil, on essaie de sortir un peu du blé pour varier un peu dans les céréales. Et puis, les desserts. On a fait des gâteaux à base de légumineuses, donc à base de pois chiches en l'occurrence.
On a un gâteau au citron, 2 au chocolat et un autre à l'amande. Voilà. Bon, bah. Beaucoup de questions, je pense. Et l'idée, c'est de se laisser bluffer, en fait, et d'être dans la... Moi, ce que je trouve passionnant dans l'approche des cuisines nourricières, c'est de se dire, en fait, ça sert à rien. Là, par exemple, aujourd'hui, le menu, il est assez végétarien, mais en fait, c'est pas le but. On va pas présenter un menu végétarien. On veut juste faire la démonstration qu'en fait, on peut manger végétarien sans s'en être rendu compte quelque part. Et tout comme on n'est pas du tout... Nous, on évite de cuisiner de la viande parce que c'est logistiquement galère. C'est juste pour ça, hein, au niveau réglementation. Mais rien ne nous l'interdit, en fait. Et du coup, c'est plus de se dire, en fait, on peut, grâce à ces recettes-là, à ces approches culinaires-là, de dire, en fait, on peut toujours manger de la viande, mais on peut se débrouiller pour en manger moins et du coup, en acheter de la meilleure. Voilà, c'est ça qui nous guide, quoi. Alors, si je peux me permettre, c'est important que vous soyez là, parce que Arthur me l'a dit et redit, OK pour participer au Déjeudi, mais et prendre la parole, mais derrière, c'est vraiment tout un collectif, c'est plein de personnes qui font vivre l'association, et je pense que c'est important que tout le monde soit là. Peut-être, avant qu'on aille goûter Graines en main, est-ce qu'il y a des questions malgré tout? Prendre un plat emporté, ça marche comment à votre cuisine? C'est pas encore. Pas encore. Là, en fait, on lance les investissements pour réaliser ça, justement. Et actuellement, en fait, un peu par dépit ou par défaut, plutôt, on propose des dégustations régulièrement sur nos temps de distribution de paniers, par exemple. Et on essaye de proposer le plus régulièrement possible des ateliers cuisine. Mais faute d'un lieu vraiment pro, eh ben, on le fait peu pour l'instant. Et donc l'idée, c'est effectivement d'ici, je l'espère, le printemps prochain, de pouvoir le proposer beaucoup plus efficacement, quoi. Oui, donc ça par contre c'est déjà le cas, on donne toujours une recette dans le panier. Et ces recettes, elles viennent illustrer ce qu'ils appellent dans les cuisines nourricières des modes opératoires, en fait. L'idée, c'est de se détacher de la recette et de savoir, en fait, que si je sais que les petites céréales, ça se cuit comme ça, la viande, elle peut se cuire comme ça, les légumes comme ça, et en fait, on sort de l'imposition de la recette et après, on fait notre mix, quoi. Et concrètement, il y aura un restaurant à Épré-Menil où vous irez plus en mode traiteur, prestation. C'est quoi concrètement, on va partir sur un premier module cuisine, d'abord à Étain-Hue, parce que c'est notre base logistique, donc c'est plus facile de la faire à Étain-Hue. Et après, de pouvoir, à l'aide donc proposer un format traiteur, donc livraison de repas, proposer du frais à la boutique et pouvoir proposer à terme aussi du frais sur les marchés, parce qu'on fait 3 marchés par semaine. Et pourquoi pas une petite remorque qui nous permettrait de cuisiner en direct et de participer à des événements, quoi. Une food remorque. C'est ça. On est sur le marché de Lillebonne le mercredi, Montivilliers le jeudi et Le Havre, Plastière le vendredi. Voilà. D'autres questions? Oui, on va vous donner le micro pour que tout le monde entende. Pourquoi ne pas faire le marché de Saint-Romain le samedi matin? Alors là, il faut savoir que les exploitants à qui on a racheté la ferme le faisaient. Et en fait, c'est par simplicité. C'est qu'en fait, du coup, en tant qu'association, avec déjà des horaires de travail compliqués à gérer parce qu'on a beaucoup de salariés qui sont tributaires des transports en commun et tout ça, j'ai fait le choix pratique de dire on ne travaille pas le week-end, sauf événement, quoi. Parce qu'en fait, qui dit marché, dit préparation la veille, dit mon chef de culture qui se lève parce qu'il se lève déjà 3 fois par semaine à 5 ou 6 heures du matin pour charger les camions et tout. Ça veut dire une journée de plus. Voilà, il y a plein de petites contraintes induites. Voilà. D'autres questions? Oui. Oui. Oui, on a la boutique à la ferme le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Ouais. Désolé, on est pénible avec les micros, mais en fait, comme tout est enregistré, je vous explique l'envers du décor, tout est enregistré, tout sera disponible pour tous les gens qui voudront revoir l'intervention d'Arthur. Et si on n'a pas les micros, on n'entend pas du tout. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Je profite, moi j'ai le micro, j'ai une petite question. Tu as beaucoup parlé de cuisine nourricière. Il y a visiblement un vrai concept derrière. Ouais. Est-ce que en 2 mots, tu pourrais nous l'expliquer? Alors, l'idée, c'était effectivement...
nous, en fait, on s'est confronté assez rapidement parce qu'en fait, ce que j'ai pas du tout évoqué, c'est la solidarité alimentaire qu'on propose aussi. Du coup, nous, on travaille beaucoup sur tout ce qui est accessibilité alimentaire. Et donc, par exemple, sur les 300 paniers de légumes qu'on livre par semaine, on est quasiment à 120 paniers qui sont sous un format panier solidaire. C'est-à-dire qu'on le propose à un tiers du prix à des personnes en situation de précarité. Et en fait, de manière assez rapide, que ce soit avec tous nos adhérents, quels qu'ils soient, vraiment, on s'est posé la question de comment on fait pour aller vers, quoi. Et en fait, on a rencontré ce mouvement, le mouvement des cuisines nourricières, qui est composé de plusieurs cuisiniers formateurs. Et leur idée, eux, ils ont d'abord accompagné les cantines collectives, en disant, en fait, il faut arriver à réintroduire des légumineuses, du légume local dans les cantines collectives. Et donc, ils ont travaillé sur ces idées de mode opératoire que j'évoquais tout à l'heure, où l'idée, c'est effectivement... En fait, le problème en France, c'est qu'on a de la très bonne bouffe, mais qu'on est beaucoup enfermé par les carcans de la gastronomie. Et en fait, moi, je le sais, avant, moi le premier, quand je voulais faire à manger chez moi puis que j'ouvrais un livre de recettes, je faisais une crise d'angoisse, quoi. Parce qu'en fait, merde, j'ai pas la noix de muscade, puis ça, j'ai pas, et je savais pas le remplacer, en fait. Moi, c'était plus angoissant que ouvrant, quoi, comme concept. Et eux, du coup, ils viennent avec une proposition inverse qui est de dire, en fait, non, nous, on va vous apprendre des modes opératoires, que ce soit dans les... Et l'avantage, c'est que c'est éprouvé par la cantine collective. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont su le faire pour des cantines qui font à manger à 800 000 personnes d'un coup. Et on va vous montrer qu'en fait, au quotidien, c'est facile. Et donc, effectivement, on a proposé... Là, il y aura une nouvelle... On fait une formation la semaine prochaine avec un buffet de dégustation mercredi midi à la salle des fêtes de Grimbouville, pour ceux qui veulent. Voilà. On prend note. Mais parce que l'idée, c'est toujours de passer par l'expérience. C'est qu'en fait, on se forme et on apprend à parler de ce qu'on fait. Et donc, l'idée du mode opératoire, c'est qu'il soit intégré par le faire et qu'ensuite, on soit capable de le transmettre. Et donc, ces modes opératoires, c'est s'assurer de réussir la cuisson de toutes les petites céréales avec tel mode de cuisson, s'assurer de la cuisson de toutes les grandes céréales avec tel mode de cuisson, s'assurer qu'une viande, on ne va pas la flinguer. Parce qu'en fait, malheureusement, dans plein de manières de cuisiner, on flingue la viande. Parce qu'on nous dit qu'il faut le mettre à 180 degrés. Du coup, la viande, elle perd la moitié de son eau. Et en fait, du coup, malheureusement, même une très bonne viande, on en a perdu. On en achète 1 kilo de bonne barbac. On n'en a plus que 500 grammes. Je caricature. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre les cuissons lentes. L'idée, c'est aussi de se dire, les légumes, en fait, c'est archi facile. Si on les cuit à l'étuvée ou à l'étouffer, de telle manière ou telle manière, en 20 minutes, c'est cuit. Après, on fait ce qu'on veut avec. Et donc, et du coup, une fois qu'on a acquis, et moi, j'en ai fait l'expérience et c'est génial, parce qu'effectivement, je vous dis, j'étais un angoissé de la cuisine avant. Et maintenant, j'ai le panier de légumes. Je sais tout de suite qu'il ne me gêne absolument pas, quelle que soit sa composition. Parce que je vais cuire les légumes comme si, j'ai telle céréale dans le placard, et après j'associe, quoi. Après je fais soit un crumble, après je fais un flan, après je fais une soupe avec un pesto. Et du coup, tout devient beaucoup plus fun dans ma cuisine quotidienne, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. J'espère que j'ai répondu à ta question. Complètement. Les dernières questions avant de passer de l'autre côté du mur. Très bien. Merci Arthur. De rien. Merci aux cuisiniers qui sont en piste déjà. En piste. et donc rendez-vous juste à côté. Bon courage pour la suite et notamment avec ces histoires de cerfs envolés. Oui. Et merci à tous d'être venus et d'avoir répondu présent. On vous donne rendez-vous la prochaine fois pour le prochain. Merci.